Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 14 décembre 2025. L'échec du putsch du 7 décembre au Bénin a provoqué de nombreuses interrogations au sein de l'opinion publique dans un pays reconnu pour sa stabilité démocratique et son armée républicaine. L'événement inattendu rappelle à une analyse approfondie quels en sont les véritables enjeux, quelles sont les leçons que nous devons en tirer à l'approche des élections générales. Cet épisode a également mis en lumière une avalanche de déclarations de soutien au chef de l'État dont la sincérité divise entre sécurité nationale, maturité démocratique et rôle des forces armées. Plusieurs questions demeurent avec mon invité média. Nous allons décrypter cette actualité pour mieux comprendre les risques, les enjeux et les perspectives pour la gouvernance béninoise. Stéphane Ahin-Rossou est analyste politique et rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Granvier, ou la Venise de l'Afrique, est l'un des villages, des plus grands villages lacustres du continent, est un symbole également du patrimoine culturel béninois. Mais depuis quelques années, la cité fait face à de nombreux défis, pression démographique, dégradation de l'environnement, habitat précaire, difficultés de mobilité, menaces sur l'écosystème du lac Nokoué. Et c'est pour répondre à ces enjeux que le gouvernement a lancé l'ambitieux projet dénommé Réinventer la cité lacustre de Granvier. Un projet structurant destiné à moderniser les infrastructures, améliorer les conditions de vie, favoriser le tourisme et préserver l'environnement. À cette date, quel point peut-on faire en ce qui concerne la mise en œuvre de ce projet? André Todier nous répond, il est le maire de Soava. Également au rendez-vous du grand format, la revue de presse hebdomadaire de Asiongbo Kanye Asiongbo, sans oublier bien évidemment notre artiste de la semaine, Kodé, qui va nous rejoindre aux environs de 14h30 pour boucler la boucle. Merci d'être au rendez-vous. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité, au Bénin, campagne nationale d'information et de sensibilisation sur les risques liés aux crypto-actifs, activité conduite par le ministère de l'économie et des finances en collaboration avec la Ligue pour la défense des consommateurs. Vendredi dernier, c'était l'étape de l'université d'Abomey-Calavi. On en parle dans un instant. On parlera également de la suite de la tournée de suivi du ministre conseiller à l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. SPD Hueso était au collège d'enseignement général de Saint-Hérita. C'est ici à Cotonou où les enseignants sont en formation. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de presse de lancement de la deuxième édition du Festival national de la bière, initiative de l'association novatrice des promoteurs de bars, cafés et restaurants du Bénin. C'est la ville de Porto Novo qui abrite l'événement de 3 jours avec le soutien de la Sobebra. On démarre avec le point de l'actualité direction Université d'Abomey-Calavi. Les étudiants ont bénéficié d'une séance d'information et de sensibilisation sur les risques liés aux crypto-actifs. C'est la suite de la tournée nationale des cadres du ministère de l'économie et des finances en collaboration avec la Ligue pour la défense des consommateurs. L'objectif est d'entretenir ces étudiants sur les dangers inhérents aux monnaies électroniques. Les précisions sont avec Ingrid Der. Un ami m'avait intégré dans le domaine, il m'avait dit que c'était un bon domaine que je pouvais investir de l'argent et gagner. Et j'avais mis 10 000 dedans. Quand tu accomplis des tâches, tu as un bénéfice sur ton argent. Et chaque jour, je faisais ça. Un jour, je suis venu et j'ai voulu faire un retrait, mais le site était fermé. Mon argent est parti en l'air. Tout comme l'homme, ils sont nombreux, ces jeunes, à être victimes des crypto-monnaies au Bénin. Un fléau majeur que combat le ministère de l'économie et des finances en collaboration avec la Ligue pour la défense des consommateurs. Ceci à travers une tournée nationale d'information et de sensibilisation sur les risques liés aux monnaies électroniques. Une campagne dont bénéficient aussi ces étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Nous n'avons pas, au niveau de notre région africaine, encore mis en place les outils qu'il faut afin d'exploiter à fond et de façon sécurisante les bienfaits de cette technologie. Nous sommes sur le terrain pour éduquer les jeunes, les Béninois, à faire attention aux dangers liés à l'utilisation ignorante des cryptoactifs.
Près de 400 étudiants sont touchés par cette séance de sensibilisation sur les dangers liés aux cryptoactifs, des techniques de fraude à la sécurisation des opérations en passant par la non-maîtrise du mécanisme des services financiers numériques et l'absence d'une réglementation sécurisante. Aucun aspect du sujet n'a été occulté. Je voudrais que nous ayons en mémoire ce passé douloureux, les événements malheureux de 2010 et de 2011, ICC Services et consorts, qui sont de très mauvais souvenirs pour les Béninois. Lorsque nous nous engageons vers des plateformes ou des services financiers que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas, de placement, il est important de faire attention. Et faire attention à ceux-là qui vous proposent des taux mirobolants pour des opérations de placement. Cette séance de sensibilisation à l'endroit des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi vient mettre fin à la tournée nationale d'information et de sensibilisation sur les risques liés aux monnaies électroniques. Cependant, un vaste programme d'éducation financière sera bientôt mis en place par le gouvernement pour informer, sensibiliser et assurer la réglementation des services financiers numériques au Bénin. 40 jeunes filles boursières démarrent un parcours de formation au métier d'analyste cybersécurité. Le gouvernement du Bénin lance cette première cohorte avec les meilleurs issus du précédent programme de formation de 1000 jeunes filles. La rentrée académique des bénéficiaires à l'école des métiers du numérique a eu lieu vendredi à Sem City, c'est ici à Cotonou. L'initiative permet bien évidemment de réduire à la fois les inégalités du genre dans le secteur du numérique et aussi le déficit de la compétence. Les explications avec William Clicquant. Des 131 formées par le gouvernement à travers le projet de formation de 100 jeunes filles à la cybersécurité, les meilleures franchissent un autre pas. Elles sont 40 au total, âgées de 18 à 25 ans, en provenance de plusieurs villes du Bénin. Avec leur niveau d'études minimum équivalent au baccalauréat, ces boursières vont acquérir des compétences de premier plan en stratification, protection des menaces cybernétiques, grâce à une formation de cycle court. Nous avons au niveau de la CIN travaillé pendant plusieurs mois à trouver la meilleure mouture possible pour une telle formation sans qu'elle ne soit trop théorique, sans qu'elle ne soit trop pointue et prenne trop de temps, mais qu'elle ait en même temps un côté opérationnel et assez large, autant sur les aspects technico-techniques que sur les aspects réglementation, etc. Le secteur de la cybersécurité connaît une croissance rapide et les entreprises, qu'elles soient publiques, privées, locales ou internationales, ont besoin de talents capables de protéger leur système, leurs données et leurs infrastructures. De leurs diverses formations de base, autres que le numérique, les bénéficiaires ont le pied à l'étrier. Elles vont être introduites à la cybersécurité et suivre plusieurs autres modules, réseautique et sécurité, cyberattaque et défense en entreprise, réponse aux incidents. À ces notions principales vont s'ajouter des curricula comme le droit du numérique, l'entrepreneuriat numérique et bien d'autres grâce aux partenaires. Il y a eu beaucoup de candidates. Il y a près de 1700 jeunes filles qui ont candidaté à ce programme. On en a 40 maintenant, donc vraiment félicitations à vous, mesdames et mesdemoiselles. En vous engageant dans cette voie, vous incarnez la promesse d'un Bénin où l'excellence technologique se conjugue au féminin. Grâce à la pédagogie active mise en œuvre par notre école, le parcours que vous attend sera exigeant, mais exaltant. Je tiens à remercier le gouvernement, l'Agence des systèmes d'information et du numérique, l'École des métiers du numérique, l'USDEV et tous les autres acteurs de ce programme. Dans un Bénin schématisé aujourd'hui du point de vue numérique en 40 structures prioritaires, l'Agence nationale pour l'emploi va faciliter l'insertion professionnelle des boursières à l'issue de leur parcours. On en vient maintenant à la suite de la tournée de suivi du ministre conseiller à l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Vous allez le voir, Espédi Huisso était mercredi dernier au Collège d'enseignement général de Saint-Hérita. C'est ici à Cotonou. C'est une visite rendue aux enseignants de mathématiques, de physique, chimie et technologie en séance de renforcement de capacité dans ce centre. L'objectif est de constater le déroulement de la formation initiée par le gouvernement à leur profit et recueillir, on va dire, éventuellement donc leur doléance. Comme à chaque étape, vous allez le voir, le ministre du Conseil a été accueilli dans une ambiance chaleureuse. Florence Boussa.
Liesse des apprenants comme à chaque sortie du ministre conseiller à l'enseignement du second degré, venu cette fois-ci au contact des enseignants en formation. Au collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou, Expédie Ressou démontre en un laps de temps un pont de tout son savoir-faire en physique-chimie. Cet échange s'inscrit dans le cadre d'une tournée qu'il a entamée pour le suivi pédagogique et l'appui à la formation des enseignants de mathématiques, de physique-chimie et de technologie. J'ai trouvé ce matin ici des enseignants décidés à embrasser ce chantier important pour que ces sciences-là soient plus promues et que plus d'apprenants s'inscrivent dans les terminales C. Et comme on le dit, c'est au cours des formations continues que nous faisons correctement les partages d'expériences. C'est le moment pour vous d'exprimer toutes les préoccupations que vous aviez depuis les classes. Le gouvernement, à travers cette séance de renforcement, réitère son engagement à stimuler le goût des matières scientifiques chez les apprenants. Ces enseignants, qualitativement impactés, émettent les vœux de voir ces séances de renforcement se rééditer. Pendant 5 jours de formation, 135 enseignants environ, toutes catégories confondues, répartis dans 4 salles, boiront à la source du savoir d'excellents formateurs rompus à la tâche et pétris d'expérience. Nous promettons d'être assidus et ponctuels pour que les défis qui sont attendus, notamment l'amélioration de nos pratiques d'enseignement dans les salles, soient observés tout au long de l'année et plus tard. Cette formation des enseignants dure 5 jours sur les sites des CEG Sainte-Rita, Akpakpa Centre et Segbeya pour le compte du département du littoral. Elle se déroule sur l'ensemble du territoire national. Et pendant ce temps, l'équipe du conseil municipal de la ville de Cotonou rend compte de sa gestion à ses mandats. C'est le deuxième exercice au titre de l'année 2025. 7 arrondissements étaient représentés à cette séance de reddition de comptes. C'était à la Maison des Jeunes d'Agla en présence du maire Luc Sertondi à Tropo. Reportage. La minute de silence, signe de compassion pour les événements du 7 décembre 2025, ouvre cette rencontre publique de réédition de comptes à la mairie de Cotonou au titre de l'année 2025. Une réunion biannuelle accentuée sur le bilan des grandes réalisations de la 4e mandature du conseil communal. Elle permet ici aux autorités municipales et aux populations du 7e au 13e arrondissement de Cotonou de passer en revue les progrès enregistrés dans la ville ces derniers mois et d'identifier les défis. Nous sommes conscients qu'aucune nation, aucune société ni communauté ne peut véritablement accéder au développement et à la prospérité sans la participation de l'ensemble de ses filles et fils, en tenant compte des compétences qui lui sont dévolues. Cette séance de réédition de comptes est une manière pour le conseil communal de Cotonou de privilégier la participation citoyenne dans les actions de développement. Pour l'occasion, les participants ont eu droit à une projection vidéo succincte des grandes réalisations effectuées dans la ville et les projets en cours. Suivront les échanges d'une demi-heure à bâton rompu qui ont permis aux populations d'exposer leurs différents besoins aux autorités communales. Des défis persistent encore et appellent de notre part plus de volonté, plus d'engagement et plus de détermination, afin de traduire en actes concrets les besoins et aspirations de nos administrés. Luc Sertondi a trop reçu ici les populations des 7 derniers arrondissements de la municipalité, des nombreuses actions en cours et celles à venir pour satisfaire leurs besoins. Ce dernier exercice de réédition de comptes au titre de l'année 2025 aura permis de lever un coin de voix sur un certain nombre de sujets et apaiser les cœurs avec l'espoir que bientôt chaque arrondissement sera positivement impacté.
compétition selon les standards modernes de fonctionnalité. De la maison des jeunes d'Agla, on va maintenant à Porto Novo pour boucler la première partie du grand format. La ville capitale abrite depuis vendredi dernier les festivités de la deuxième édition du Festival national de la bière. Donc le festival est organisé par l'association novatrice des promoteurs de bars, cafés et restaurants du Bénin avec le soutien de la SOEBRA, objectif agrémenté. C'est un moment de fête de fin d'année. Les organisateurs étaient face à la presse pour échanger sur le sujet. Reportage. Nous sommes rassemblés ici pour vous annoncer que du 12 au 14 décembre 2025, il sera organisé la deuxième édition du FESNAB, Festival national de la bière, FESNAB, qui va se tenir à la place de l'Unité à Coramboy. Avec la SOEBRA, le Festival de la bière est un événement de réjouissance et de plaisir au cours duquel le public sera invité à consommer de la bière telle que la bière locale Agbe, dont nous avons notre papa qui est ici, papa Agbe. Et le FESNAB est un événement dédié à la promotion de la bière, dont le public est invité massivement à faire le déplacement à la place de l'Unité pour vivre de grands moments de joie et de musique avec l'homme orchestre. Quand on dit orchestre, vous le savez, il fait tout à la fois. Sabouan Danielou. Et puisque nous avons aussi la chance d'avoir parmi nous le Hagbe national, c'est pour dire et confirmer l'ancien message à la population béninoise, mais surtout celle de la ville de Porto Novo et ses environs, pour leur dire que l'événement de cette année-ci sera de taille. Puisque le Hagbe ne sera pas seul, il sera accompagné de ses fils, de ses filles, qui sont en train de lui emboîter le pas pour qu'ensemble nous puissions annoncer la grande fête, la fête du fin d'année, et aussi pour dire, montrer à tout le monde qu'il n'y a pas mieux que les produits SOEBRA que nous devons consommer sur toute l'étendue du territoire béninoise. Mes enfants, mes frères, mes soeurs ou mes filles, nous allons fêter ensemble et le plaisir sera de taille. Je suis sûr qu'on vous promet un bon concert, de bons concerts. Je vous remercie. Voilà, c'était donc le dernier sujet de point de l'actualité. Nous entamons à présent la deuxième partie du grand format avec le premier invité qui va s'installer dans un court instant. André Todier est le maire de la commune de Soava. On fera le point de la mise en œuvre du projet Réinventer la cité de la cuistre de Ganvier. Où en sommes-nous par rapport aux travaux? Il nous le dira sur ce plateau, mais avant, on va faire un tour à Soava pour constater le lancement des travaux il y a quelques mois. C'est avec Teddy Goudalo. Des engins en pleine activité sur ce site qui va bientôt accueillir le centre de traitement et d'épuration des eaux usées de Soava. Camions de sable en file pour le remblai, l'infrastructure, une fois opérationnelle, garantira un accès permanent à l'eau potable pour les ménages de cette cité lacustre. Le but de la station d'épuration, c'était pour recueillir les eaux de Ganvier et de traiter les eaux suivant les normes bien sûr de tout ce qui est de normes dirigées au Bénin ou bien les normes internationaux. Donc il y a des stations de pompage au niveau de Ganvier, il y a 35 stations à exécuter et il y a ici la STEP qui est la station d'épuration pour traiter les eaux, puis on va faire le rejet, un rejet de l'eau qui sera contrôlé bien sûr. Plusieurs appareillages pour avoir une qualité d'eau suivant les normes, suivant les consignes de la BE. Ce centre n'est qu'un maillon du vaste projet gouvernemental Ganvier réinventé. Réhabilitation et nouvelles constructions s'enchaînent pour redonner tout son éclat à la Venise de l'Afrique. Maison des jeunes, centre artisanal, hangar du marché flottant, palais royaux, passerelles et bien d'autres. Voilà, maintenant, on est sur l'eau. Ici, là, on est là, c'est sur l'eau. Mais c'est chez moi. Le projet est déjà à l'année. Donc, les populations remercient le chef de l'État. Les populations de Soava. Soava est parti. Ganvier aussi est parti. Tout ce que nous, en tant que bénéficiaires, nous attendons aujourd'hui, c'est la fin des travaux. C'est la fin des travaux parce que vous savez, le chef de l'État
depuis qu'il est arrivé, il a mis un certain nombre de chantiers en place. Aujourd'hui, celui qui a dit Soava est parti, je pense qu'il a prophétisé. À Ganvié 1 et 2, les maisons de santé sont en rénovation. Le maire André Todje et les responsables techniques suivent de près les chantiers. C'est un choix pour la population de Soava en général et celle de Ganvié en particulier, parce que maison de santé, il faut que les hommes soient en santé d'abord avant de faire toute chose. C'est le qui a pensé. Vous construisez une maison pour recevoir les malades, à penser à votre vie, à votre suivi. Donc nous devons lui rendre gloire. Il y a la réhabilitation de l'ancien centre de santé de Ganvié que nous avons vu aussi, qui est en cours de réalisation. Je pense qu'on ne peut pas tout citer. L'électrification des 21 villages de Ganvié avance également. Plus de 15 transformateurs déjà installés. Ce projet d'électrification a pris corps depuis 2 ans. Pour que les populations de Ganvié soient abonnées à ce réseau électrique, il suffit juste de donner 20 000 francs et sa carte CIP. Faire des installations électriques à Ganvié, c'est très compliqué parce que Ganvié, c'est dans l'eau. Donc moi, je dirais que le chef de l'État, on l'appelle talon, mais il a un talent. Concernant les 1000 logements annoncés, 3 prototypes sont déjà en cours de construction pour tester la faisabilité. Par ailleurs, la principale voie quittant Akasato pour Soava sera également bitumée. Les techniciens sur le terrain procèdent déjà à la prise des dimensions. Quand on va dans la commune de Soava, la seule piste, la seule porte d'entrée, c'est la route Akasato-Soava. Aujourd'hui, ce projet est devenu réalité. Sur le terrain, ingénieurs et techniciens rassurent sur le respect des délais. On n'a jamais eu autant de réalisations avec de grands coûts dans la commune de Soava. Donc notre devoir, c'est d'accompagner les différentes entreprises qui réalisent les chantiers chez nous. C'est pour ça qu'on est là, on même vient faire des visites inopinées sans les informer pour voir ils ont besoin de quoi, quelles sont les difficultés qu'ils ont. Pour les autorités locales, ce projet, financé en grande partie par l'Agence française de développement, est un rêve qui devient réalité. Porté par l'ambition de booster le tourisme et l'économie locale, Ganvié réinventé s'annonce comme un nouvel élan pour cette cité emblématique. Le projet Réinventer la cité lacustre de Ganvié est une initiative du gouvernement. La Venise de l'Afrique fait face à de nombreux défis, pression démographique, dégradation de l'environnement, habitat précaire, difficile mobilité, menaces sur l'écosystème du lac Nokoué. Et c'est pour répondre à ces enjeux que le projet est lancé. Récemment, le maire de Soava a été reçu en audience par le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour faire le point de l'avancement des travaux et définir donc les prochaines orientations. Sur ce plateau, nous revenons avec lui sur les avancées, les défis, mais aussi les perspectives et les retombées attendues pour les populations bénéficiaires. Monsieur André Todje, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Vous êtes le maire de la commune de Soava. Merci d'être avec nous ce dimanche. On va commencer avec le rappel donc, de l'ambition globale donc, de ce projet. Et quels défis entend-il relever pour transformer durablement la cité? Merci beaucoup. Vous savez, permettez-moi d'abord de saluer les spectateurs, mais avant, saluer le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui, depuis son arrivée, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de travaux qui sont mis en route. Et Soava aussi à sa part, ce qui nous fait dire que, comme disait l'autre, que Soava est parti, c'est une prophétie. Donc nous sommes là pour remercier le chef de l'État, remercier son gouvernement, parce qu'il y a beaucoup de réalisations depuis son avènement ici dans la commune de Soava.
Alors, on parlait de l'ambition qui est cachée derrière cette initiative. Donc, ce projet ambitieux dont bénéficie la cité lacustre donc, de Gambier. Voilà, l'ambition de réinventer la cité lacustre de Gambier est de transformer durablement Gambier en une cité moderne, viable et attractive, tout en préservant son caractère lacustre, unique et son patrimoine culturel. Vous savez, Gambier, c'est un village lacustre qui, celui qui vient au Bénin et qui ne visite pas Gambier, je pense qu'il a manqué de quelque chose. Donc le chef de l'État a voulu transformer Gambier par son habitat, par son environnement, par son économie, tout quoi. Donc c'est un projet vraiment structurant qui a été mis en place par le chef de l'État depuis qu'il est arrivé. Donc Soava aussi a bénéficié de son PAG. Et il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts depuis que le chef de l'État est arrivé. Et je suis très heureux. Je ne sais pas s'il faut parler encore parce que vous avez montré un élément déjà qui a déjà fait le point de toutes les réalisations. Je ne vais que revenir sur un certain nombre de réalisations, de chantiers qui sont lancés, ouverts, et on va faire un peu le taux de réalisation de ces chantiers. D'accord. On va dire quelles problématiques structurelles donc, de Gambier en matière de mobilité, d'habitat, d'environnement et de développement économique ont motivé justement la conception de ce projet? Voilà, la conception du projet est née d'un diagnostic lucide des réalités et de la commune de Soava, notamment Gambier. Il y a mobilité essentiellement dépendante des pirogues. Parce que quand on parle de Gambier, le déplacement se fait en pirogue, souvent peu sécurisé. Il y a un habitat précaire exposé aux risques environnementaux. Il y a une forte population. Il y a une forte pollution des eaux et un déficit d'assainissement. C'est vrai que quand on prend Gambier, les gens viennent, tout n'est pas rose. Il y a quand même beaucoup de choses à réaliser. Et puis il y a un potentiel économique et touristique sous-exploité, fortement informel, insuffisamment connectés aux chaînes de valeur touristique et artisanale. Ces réalités rendaient indispensable une intervention globale, cohérente et durable, ce que le chef de l'État, le gouvernement a compris et a mis en place. D'accord. À quel niveau d'exécution se situe aujourd'hui le projet et quelles réalisations concrètes peut-on déjà constater sur le terrain? Aujourd'hui, quand nous prenons globalement les projets qui sont lancés, d'abord, il y a le chantier de la construction de l'embacadère d'Abomey-Calavi. Parce que tous les touristes qui viennent à Soava, souvent ils passent par l'embacadère d'Abomey-Calavi. En ce qui concerne l'embacadère d'Abomey-Calavi, les études sont toujours en cours. Parce que ce n'est pas facile de réaliser ça, mais les études sont en cours et bientôt les travaux seront lancés. En dehors de l'embacadère, je vais parler des marchés flottants. Nous avons vu tout à l'heure quand nos mamans, nos femmes, nos braves dames qui circulent sur l'eau et qui passent de maison en maison pour vendre, souvent elles ont des difficultés par rapport aux intempéries. Donc les hangars sont construits, les hangars de marché sont construits. Vous allez voir le marché flottant à Gambier. Et aujourd'hui, les femmes quand elles finissent de faire le tour, elles viennent se reposer, ou des acheteurs aussi peuvent venir et acheter des denrées alimentaires et autres choses. Je voudrais parler aussi des équipements communautaires. Il y a la maison de la francophonie, il y a la maison des jeunes, il y a le centre artisanal, il y a tout un panoplie de réalisations en ce qui concerne les équipements communautaires. Maintenant, nous allons parler de l'électrification. Vous savez, ce n'est pas facile de travailler dans l'eau. Moi, je voudrais tirer un grand chapeau à l'entreprise qui a la charge, la SBE et l'entreprise RMT, qui ont la charge de réaliser les travaux d'électrification. Gambier étant dans l'eau, dans la boue, c'est très difficile. Mais, vu le goût de notre chef de l'État, aujourd'hui, depuis 3 ans, l'entreprise qui a la charge de faire les installations électriques, je pense qu'elle va finir fin janvier. Vous allez à Gambier aujourd'hui, on ne dirait pas que c'est Gambier. Il y a des poteaux partout, des câbles sont tirés, des conduites sont faites,
Et aujourd'hui, nous avons demandé à la population de s'abonner. Il n'y a rien du tout, c'est avec 20 000 francs que la population, que les gens peuvent s'abonner pour avoir l'électricité chez eux. En plus de l'électrification, nous avons l'eau potable. C'est vrai, Ganvié, on dit Ganvié dans l'eau, il y a de l'eau partout, mais c'est une eau qu'on ne peut pas consommer. Donc le gouvernement, le chef de l'État, ils ont mis en place la construction d'un forage d'eau à Gbodjo. Parce que c'est vrai, il faut aller vraiment en profondeur pour trouver de l'eau, une bonne eau dans une nappe phréatique. Donc le château d'eau, le forage est fait à Gbodjo et le château d'eau est en train d'être fini aujourd'hui. Et c'est un château qui a une capacité de 1000 mètres cubes d'eau. Ce château va drainer l'eau dans le village de Ganvié et dans les environs. Déjà, les travaux sont très avancés. Les bonnes fontaines l'emplacement des bonnes fontaines sont identifiés. Des bonnes sont en train d'être réalisées et la conduite d'eau se fera pour que nous puissions donner une eau et saine eau à la population de Ganvié. Ça peut continuer vers les villages de Veki, c'est-à-dire Sotianhoué, Sozonko, etc. Parce que 1000 mètres cubes d'eau, c'est pas petit. Beaucoup, ouais. En plus de ça, nous allons parler de la route. J'ai vu tout à l'heure, vous avez passé un élément de la route. La route que tout le monde attend. Toute la population de Soava, aujourd'hui, attend la réalisation de cette route. C'est l'unique voie que nous avons, qui fait que 4 km et quelques. Il y a eu plusieurs promesses sur la réalisation de cette route depuis de longues années. Moi, je fais une petite parenthèse. Nous sommes un pays démocratique depuis 1990. Si chaque gouvernement qui est passé depuis 1990 avait choisi 2 arrondissements dans la commune de Sova pour réinventer les arrondissements, on ne serait pas à ce point. Peut-être Ganvié serait le premier ou le dernier arrondissement qu'on est en train de réinventer. En ce qui concerne les travaux de la route, vous avez vu, il y a eu la remise de site à l'entreprise, il y a eu le lancement officiel en présence du ministre José Didier Tonanto et l'ambassadrice de France, puisque c'est une route qui a été financée par le gouvernement béninois et l'Agence française de développement. Et pour dire à quel niveau nous nous situons aujourd'hui, la route a 2 parties. Il y a une partie urbaine, parce que ça va quitter le goudron d'Akasato pour venir jusqu'à l'embarcadère de Soava. Donc la route urbaine a besoin des bâtiments qui sont là, ont besoin de dédommagement. Une partie rurale vers l'eau, là, c'est-à-dire la partie qui vient ici, qui vient toucher Soava. Donc actuellement, l'entreprise est en train de traiter les différentes déviations. Vous venez à Soava aujourd'hui depuis plus d'une semaine, l'entreprise est en train de traiter les différentes déviations. Ouais. Parce que vous avez vu le positionnement de la route, il y a de l'eau partout, il y a de la boue partout, il faut une déviation. Sinon, les riverains vont se confronter à un problème de déplacement parce qu'on ne peut pas bloquer le déplacement des gens. Donc, il y a ce travail-là que l'entreprise est en train de faire. Le troisième point est qu'après, il y a l'ANPT, Agence nationale des patrimoines touristiques, est en train de mettre en œuvre le plan d'action de réinstallation en partie urbaine pour les dédommagements. Parce que ceux qui sont dans l'emprise et dont on doit démolir les maisons, vous savez, notre chef de l'État, quand il démolit, il apporte une petite contribution. Donc l'ANPT est en train de faire ce travail. Et puis la 4e partie, c'est que l'entreprise Retel qui est à charge de faire les travaux est en train de programmer le démarrage des travaux par la plateforme de travail de Soava. C'est-à-dire, l'entreprise est en train de décider de commencer les travaux par Soava. Vous savez que nous avons 8 mois de terre à Soava, c'est-à-dire 8 mois où il n'y a pas la crue, et 4 mois d'eau. Donc l'entreprise a envie de commencer les travaux par Soava. Et quant à jusqu'au mois de juillet, quand il y a les inondations, elle ira attaquer les travaux de l'autre côté d'Akasato. Et puis à la décrue, elle va continuer pour finir. En principe, l'entreprise a 8 mois. L'entreprise a 2 ans, elle avait 2 ans pour finir les travaux. Mais lors d'une réunion avec le chef de l'État, elle a dit, je vous donne 1 an.
dont l'entreprise a que 1 an pour finir les travaux. Elle est d'accord. Si elle ne pouvait pas, elle allait réagir. Donc, tout le monde est préoccupé par tous les chantiers lancés à Ganvié, mais ce chantier de route, on dira que c'est ça qui préoccupe. D'accord. On retient que les infrastructures ont commencé à pousser, mais quel impact tangible le projet commence-t-il à produire sur les conditions donc, de vie de la population, l'économie locale et la cohésion sociale donc, des populations de Soava et de Ganvié? Je n'ai pas fini de citer toutes les réalisations. Il y a aussi l'habitat lacus. Tout à l'heure, j'ai parlé des maisons. Vous voyez, nos maisons, c'est bien parce que c'est des maisons ancestrales, c'est notre culture. Mais le chef de l'État, nous nous sommes retrouvés le mardi dernier, il m'a invité. Il m'invite souvent, hein. Je suis très régulier au palais parce qu'il veut vraiment collaborer avec les élus, les autorités, les autochtones du milieu pour voir si ça avance. Il dit, monsieur le maire, avec toute la délégation qui m'a accompagné, il dit, nous allons changer un peu l'habitat lacus. Mais nous n'allons pas tout démolir. Aujourd'hui, il y a 2000 habitats qui vont être construits. 2000 habitats qui vont être construits à Ganvié. Déjà, vous savez, quand on dit Ganvié, il y a Ganvié 1 et Ganvié 2. Donc j'étais avec les chefs d'arrondissement de Ganvié 1 et de Ganvié 2. Et il y a un prototype qui a été déjà fait. Donc il y a trois habitats qui ont été déjà construits. Et le chef de l'État est allé voir. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Le vendredi 28 novembre, à 6h30, il était à Soava pour aller voir lui-même. Parce que vous savez, quand il lance un chantier, quand il lance une infrastructure, il voit et il donne ses touches. C'est quelqu'un qui a le goût, qui sait ce qu'on doit faire. Quelles ont été les orientations Voilà, donc il a fait il a apprécié, mais il a dit, bon, on peut changer ceci, on peut changer cela. Donc c'est ce point-là que nous sommes allés faire le mardi dernier. Il a donné le top à l'entreprise chinoise qui a charge de construire, de faire les réalisations. Il dit, maintenant on fait 600 habitants sur un terrain neutre. Bon, quand on dit terrain, nous on est sur l'eau. Prenez ça comme ça. On fait 600 habitants à Ganvié 1 et on construit 600 à Ganvié 2. Dès qu'on aura fini de construire les 1200 habitants, nous allons déloger 600 ménages de chaque côté et après nous allons attaquer les maisons que ceux-là ont abandonnées et on va continuer à construire. Donc voilà un peu les 2000 logements habitats qui vont être construits. Bientôt, je crois qu'en février, les travaux vont commencer. En plus de l'habitat, nous avons la STEP. La STEP, c'est le centre de traitement des eaux usées. Des gens vont être étonnés pour dire, mais comment on peut traiter l'eau usée à Ganvié? Tout Ganvié est dans l'eau. Les 2000 habitats qui vont être construits vont être rattachés à ce centre de traitement. Et l'entreprise a commencé par travailler depuis 1 an et demi. Venez à Soava, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de dire. Et pour finir, il y a le collège. À Soava, vous savez qu'on a 5 collèges. Surtout à Ganvié, nos enfants n'ont pas de salle de classe. Le chef de l'État veut construire un lycée moderne. En février également, les travaux vont commencer. Et pour finir, par rapport aux réalisations, il y a la maison de santé. Il y a la maison de santé aussi. L'ancienne maternité et l'ancien dispensaire à Ganvié vont être réhabilités. Et nous allons construire une nouvelle maison de santé sur financement de la Fondation Claudine Talon. Et quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce projet? Voilà, les difficultés rencontrées, je l'ai peut-être dit un peu en partie. Vous savez, ce n'est pas facile de travailler dans l'eau. Vous voyez, Ganvié, Soava, tout c'est la boue, c'est de l'eau. Et quand il pleut, les entreprises ne peuvent pas travailler. Et surtout, les inondations, la pluie qui empêche l'évolution normale des travaux. Mais je tiens un chapeau aux entreprises qui ont compris, qui ont du matériel sophistiqué, qui ont de la main-d'œuvre, qui ont du personnel très fort pour la réalisation des travaux. D'accord. La difficulté que vous avez soulignée, est-ce que la mairie et l'État, disons donc le gouvernement, essaient d'apporter des réponses concertées donc pour trouver des solutions appropriées? C'est ce que je dis. À chaque fois quand il y a un problème, soit on demande au chef de l'État qu'on veut le rencontrer, ou c'est lui-même qui a l'information et nous invite. Et nous trouvons ensemble des solutions. Il n'y a aucune difficulté jusque-là qui n'a pas eu de solution.
Alors, en quoi ce projet, on va dire, constitue un levier stratégique pour le développement du tourisme, la création d'emplois au profit des jeunes et surtout également les femmes? Vous savez que avant d'en arriver là, le chef de l'État nous a dit une chose mardi dernier. Il dit, c'est vrai, dans son PAG, il a dit Ganvié réinventé. Mais quand il est arrivé à Soava le 28 novembre, il a dit que c'est tout Soava qu'il faut réinventer. Et il a donné des instructions au ministre qui était à côté de lui, le ministre des Finances et le ministre du cadre de vie, et puis le directeur de la NPT et les autres et ses autres collaborateurs pour dire, après Ganvié, on attaque les autres arrondissements. Soit va contre cet arrondissement. Donc le chef de l'État a une idée claire pour le développement de la commune. Tout ce que nous sommes en train de réaliser, d'abord quand je prends la maison de santé, ça va permettre aux malades, surtout aux femmes, qui d'habitude font des accouchements à domicile, d'aller dans la maternité, d'aller dans les centres de santé, de faire vacciner les enfants pour que les enfants se portent bien. Comme ça, ils n'auront plus beaucoup à dépenser. Je prends les jeunes, les guides du tourisme. En matière de tourisme, ça va générer sûrement des revenus. Il y en a déjà qui travaillent à l'Ambacade d'Abomey Calavi, qui font cette activité-là. Et je prends au niveau des marchés et des hangars, les femmes qui, en longueur de journée, parcourent les vents, toutes les intempéries, elles sont à l'abri et pour mener à bien leur activité économique. D'accord. Je suppose que les populations ont été associées à la conception donc, de ce projet. Il n'y a pas ce projet, ce chantier qui ne mobilise pas la population. Je donne l'exemple de l'eau. L'entreprise qui est en charge de l'eau, avant qu'on installe les bonnes fontaines, nous avons invité les populations de Ganvié, les chefs du village, les différents acteurs. On a fait une réunion et les gens sont même pressés que les travaux se terminent rapidement. Par exemple, le cas des habitats lacustres. Les gens sont pressés de pouvoir vivre dans ces habitats. D'accord. Quelles sont les prochaines étapes, très rapidement, les prochaines étapes donc, du projet? Les prochaines étapes du projet, c'est-à-dire nous, en ce qui nous concerne, nous sommes tout le temps sur le terrain. Nous sommes tout le temps sur le terrain avec les entreprises pour voir quelles sont vos difficultés. Voilà, et on est ouvert, on travaille ensemble. Il y a une franche collaboration entre les entreprises qui travaillent sur les différents chantiers et le conseil communal. Donc, les prochaines étapes, c'est de suivre les travaux. C'est de continuer à suivre. RMT pour l'électrification va finir en janvier. L'entreprise qui est en train de construire le centre de santé, nous les suivons. Au niveau de l'eau, j'ai dit tout à l'heure, les canalisations vont démarrer bientôt. La route où nous sommes là, depuis une semaine, la route de la voie à Kassato-Soa va pratiquement tous les jours, les gens travaillent, donc il n'y a pas de souci. D'accord, on va finir avec votre message à l'endroit des populations de Soava à l'horizon 2026, monsieur le maire. Moi, d'abord, c'est pour revenir en arrière, remercier encore le chef de l'État. Je l'ai dit, si tous les gouvernements précédents avaient pris vraiment à cœur le développement de la commune de Soava, on ne serait pas à ce point. Si je vous dis, je ne sais pas si je peux le dire, tout ce qui est en train d'être fait à Soava aujourd'hui, c'est plus de 149 milliards. 149 milliards que le gouvernement est en train d'injecter dans la commune de Soava. Pour 2 arrondissements. Les autres, comme le chef de l'État l'a dit, vous le connaissez, quand il dit quelque chose, il le fait. Donc, les arrondissements de Veki, de Dekame, de Ouelo, même actuellement, on est en train de faire l'électrification à Dekame et Ouelo. Il y a des poteaux. C'est hors ce projet-là. Il y a des poteaux qui sont en train d'être levés aujourd'hui pour électrifier Dekame et électrifier Ouelo. Donc, je voudrais inviter toute la population de Soava à être unie autour du chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour que Soava puisse vraiment décoller. Et ceux qui pensent qu'on ne fait rien à Soava puissent venir voir un jour pour dire le chef de l'État a une vision. Et nous, élus communaux et locaux qui sommes là aujourd'hui, et l'honorable Jean Zanou Aviou que j'ai remplacé, tout le monde, nous travaillons pour le développement de la commune de Soava. D'accord. Merci à vous, monsieur André Todje, maire de la cité lacustre de Soava. Merci de votre passage sur le plateau du
grand format. En tout cas, vous êtes toujours le bienvenu par ici. Très bonne journée à vous. Merci. Moi, je voudrais vous remercier. Canal, c'est chez nous. Canal, c'est chez nous. Quand nous avons des activités à Soava, vous êtes toujours présents avec nous. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Merci beaucoup. Et puis, bon dimanche à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va garder la même position. Le grand format va se poursuivre donc avec un autre invité qui va s'installer dans un court instant, le directeur de la législation et du contentieux de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication qui vient nous apporter quelques clarifications au sujet du communiqué portant réglementation de la campagne médiatique. Restez avec nous. On se retrouve juste après cette courte pause. Dans tous les médias de service public, nous tenons rigoureusement, dans cette période électorale, le scrupule et le souci de l'honnêteté, de l'objectivité et de la véracité. Nous nous interdisons la publication de propos ou de déclarations qui ne sont pas de nature à favoriser le dialogue. Les médias du secteur privé veillent scrupuleusement durant cette période sur les règles d'équité, d'impartialité et d'objectivité. Nous nous soumettons à l'obligation du respect du droit de réponse, conformément aux tests en vigueur et veillons à l'observation stricte des obligations résultant de la convention signée avec la RAC. En outre, nous restons collés à l'obligation de l'accès équitable des partis politiques, de la société civile et des citoyens aux médias de service public. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Enclavi pour suivre cette affiche entre les requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes à votre rendez-vous de tous les dimanches. C'est le grand format sur Canal 3 à Bénin. Nous allons à présent mieux comprendre le contenu de cette décision de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication portant sur réglementation de la campagne médiatique. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le directeur de la législation et du contentieux de l'instance de régulation des médias au Bénin qui vient de s'installer, M. Soumano Biosero. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Qu'est-ce qui fonde donc la HAC à prendre des décisions pour réglementer la campagne médiatique? Nous avons un certain nombre de lois qui fondent la HAC à prendre des décisions pendant la période électorale. Nous avons notamment les articles 129 et 339 du Code de l'information et de la communication, les articles 45 et 57 du Code électoral, pour ne citer que cela. D'accord. Parlez-nous du contenu de la décision réglementation de la campagne médiatique.
la HAC a pris une décision pour réglementer l'accès aux médias du service public comme du secteur privé pendant la période de campagne médiatique électorale. Cette décision comporte 40 articles et comporte 3 parties. Nous avons une première partie qui renseigne sur les règles et les principes à observer pour que les journalistes mènent les activités à l'aune des différents tests. Donc c'est en fait un rappel des différents tests sur la base desquels les journalistes doivent mener les activités au cours de cette période. Ensuite, nous avons une deuxième partie qui a édicté les dispositions relatives à l'organisation pratique de la campagne médiatique officielle au niveau du service public et des médias privés retenus. Et enfin, nous avons une troisième partie relative aux dispositions diverses. D'accord. Quelles sont les obligations des professionnels des médias, hein? C'est un rappel pendant cette campagne. Au cours de cette période, les professionnels des médias doivent redoubler de vigilance. Ils doivent faire preuve de plus de professionnalisme dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Ils doivent faire leur reportage à l'aune des différents tests. Les médias retenus dans le cadre de cette campagne-là doivent déposer 72 heures avant le lancement de la campagne officielle les grilles des programmes. Et ces grilles des programmes ne peuvent être modifiées au cours de cette période de campagne. Et ils doivent tout faire pour que ce qui va à l'encontre de la paix, donc des discours qui incitent à la haine, à la violence et autres, ils doivent les éviter. Il ne faut pas relayer ce genre d'informations. Les organes de presse qui n'ont pas une existence légale, les médias audiovisuels ne doivent pas relayer les informations publiées dans ces organes-là. Et avant de relayer une information, il faut forcément la vérifier, même si elle a été publiée par un journal. Voilà, de façon ramassée, les obligations auxquelles les professionnels des médias sont tenus au cours de cette période. Et comment sont sélectionnés les médias retenus? Oui, les médias retenus ont été sélectionnés sur la base d'un certain nombre de critères. Donc, quel que soit le média, donc la catégorie, il faut avoir une existence légale. Donc, lorsque je prends une radio ou une télévision ou même un média en ligne, il faut être autorisé par la HAC. Lorsque je prends la presse écrite, il faut avoir une existence légale. Ça, c'est un critère commun à tous les organes sélectionnés. Lorsque je prends les radios et les télévisions, il faut que ces organes-là aient la capacité technique d'organiser les opérations d'enregistrement, de montage et de diffusion des émissions produites au cours de la campagne électorale. Ces médias-là doivent être en règle vis-à-vis du Trésor, donc il faut payer la redevance annuelle, il faut payer les droits d'auteur au BUBEDRA et déclarer son personnel à la CNSS et cotiser, payer régulièrement les cotisations. Lorsque je prends les médias en ligne, il faut avoir été autorisé par la HAC et il faut que le site soit fonctionnel. Donc, lorsque je prends la presse écrite, il faut être dans la décision portant existence légale. Et ces différents médias ne doivent pas avoir été condamnés par la HAC. Donc, voilà l'essentiel des critères sur la base desquels la HAC a sélectionné les différents médias.
Et quelles sont les émissions prévues pour cette campagne et justement comment la HAC s'organise-t-elle pour les opérations d'enregistrement, de montage et de diffusion de ces messages? Oui, dans le cadre de la campagne médiatique de ces élections, 2 types de programmes sont prévus. Il y a un premier programme que nous avons dénommé « À l'écoute des partis politiques ». Et ce programme peut prendre la forme d'un entretien ou d'un débat, peut même contenir des spots, des chansons, des clips et autres. Et ces différents messages-là doivent être faits sur la base des thèmes que la HAC a sélectionnés. Donc, par le passé, les partis ou les représentants venaient et délivraient leurs messages sur les thèmes de leur choix. Mais cette fois-ci, la HAC a défini des thèmes et c'est sur la base de ces thèmes-là que les messages seront conçus, donc montés, réalisés, diffusés sur les antennes des différents médias retenus. Il y a un deuxième programme que nous avons dénommé le débat. Donc, à ce niveau, il y aura 2 débats d'envergure nationale. Donc, un premier débat qui va opposer les partis en lice pour les législatives et sera d'une durée de 90 minutes. Et un deuxième débat d'envergure nationale aussi qui va mettre aux prises les partis politiques en lice pour les élections communales. Il sera d'une durée de 52 minutes. Donc, les messages dont j'ai parlé, donc le programme 1 et le programme 2, l'enregistrement de ces différents messages-là se feront au niveau des studios de la SRTB. Donc, ils seront enregistrés, montés et diffusés au niveau des médias du service public. Maintenant, les médias du secteur privé retenus vont relayer ces messages-là, soit en synchronisation avec Bénin TV ou en diffusion autonome. Donc, les télévisions privées retenues vont relayer ces messages, comme je l'ai dit. Maintenant, on fera une extraction audio des messages enregistrés au niveau de Bénin TV. Et cette extraction audio sera diffusée par l'ensemble des médias privés retenus, à savoir les télévisions, les radios, les radios et les médias en ligne, soit en synchronisation ou en diffusion autonome. Et au niveau des radios retenues sur le plan national, il y aura 2 débats, donc au niveau des zones, parce que pour les élections communales, la circonscription électorale, c'est l'arrondissement. Oui. Donc la HAC ne peut pas organiser des débats au niveau de chaque arrondissement. Donc elle a fait le choix de regrouper les communes autour des radios. Et à ce niveau, 2 débats seront organisés au profit des partis en lice pour les élections communales. Donc, je vais donner un exemple concret. Oui. Lorsque je prends le littoral, du 1er au 6e arrondissement, on regroupe les partis politiques et Cap FM est retenu pour abriter les opérations d'enregistrement, de montage et de diffusion des débats qui seront faits au niveau des élections communales. Et du 7e au 13e arrondissement, les partis politiques en lice vont se retrouver au niveau de BIP Radio. Et les 2 débats seront organisés
à ce niveau. Lorsque je prends l'Atlantique, nous avons regroupé les communes d'Abom et Calavi, de Soava et de Zé. À ce niveau, nous avons retenu 2 radios, à savoir PIS FM et Diaspora FM. Les débats seront enregistrés, montés au niveau de Diaspora FM, mais diffusés par Diaspora FM et PIS FM. Donc, et c'est comme ça sur toute l'étendue du territoire national. Donc, la HAC a déjà réalisé le planning d'enregistrement, de montage et de diffusion de ces différentes émissions. Donc, ces plannings-là seront mis à la disposition des différents partis politiques en lice et de tous les médias retenus à participer à la campagne médiatique. D'accord. Quelle est la situation des médias étrangers qui opèrent au Bénin pendant la campagne? Oui, les médias étrangers ont la liberté de couvrir les activités des 2 élections. Il suffit, par exemple, si c'est un correspondant qui est déjà sur place au Bénin et qui est accrédité, il n'a besoin d'aucune autre autorisation. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un média étranger qui veut envoyer des envoyés spéciaux pour couvrir l'événement, il s'agira d'adresser une demande d'accréditation à la HAC, et l'accréditation, une fois délivrée, les envoyés spéciaux pourront couvrir librement les différentes activités qui se mènent sur le terrain. D'accord. Une dernière question pour vous. Qu'est-ce que la HAC attend des partis politiques? Oui, la HAC attend beaucoup des partis politiques. La HAC voudrait que les partis politiques s'organisent à l'interne pour désigner leurs représentants qui vont venir parler en leur nom pour délivrer les différents messages et pour participer au débat. La HAC voudrait également que les partis politiques rédigent leurs messages qui seront publiés au niveau de la nation et des organes de presse privés retenus pour la publication de leurs messages. Donc, ces messages-là doivent parvenir à la HAC 48 heures avant leur publication. Donc, un message qui va parvenir à la HAC après ce délai ne sera pas pris en compte. Et il faudrait aussi que les partis politiques ou les représentants tiennent un discours apaisant, pas des discours. Il ne faudrait pas tenir des discours qui vont inciter à la haine, à la violence et autres. Dans ce cas, ce n'est pas l'acteur politique qui est sanctionné, mais plutôt le média qui relaie. Oui, mais l'acteur politique est complice, mais c'est le média qui relaie l'information qui est coupable. D'accord. Merci à vous, Monsieur Soumano Bior Siro, directeur de la législation et du contentieux de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Merci pour ces clarifications qui étaient indispensables dans ce contexte marqué par la faveur électorale. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons observer une pause pour suivre la revue de presse hebdomadaire de Asyongmo Kani Asyongmo. Juste après, ne décrochez pas. Ce serait l'instant décryptage de l'actualité nationale avec Stéphane Achin Rosso. Il est analyste politique et rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Voici la revue hebdo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire qui est essentiellement consacrée à l'actualité de ces 8 derniers jours. Fraternité rapportait que le gouvernement annonce l'ouverture d'enquêtes approfondies visant aussi les meneurs directs que les relais logistiques, financiers et informationnels. Ainsi, plusieurs fugitifs sont activement recherchés
dans le cadre du putsch manqué du dimanche 7 décembre 2025. Les officiers pris en otage, localisés puis libérés, seront entendus dans le cadre des investigations. Tout sera éclairé ligne par ligne, responsabilité par responsabilité. Aucun élément ne sera dissimulé, a assuré le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji. La presse du jour estimait que c'est peu de dire que depuis le dimanche 7 décembre 2025, l'homme le plus recherché par les autorités béninoises est bel et bien Pascal Tigri, autoproclamé l'homme fort du comité militaire pour la refondation qui devait déposer et remplacer le président Patrice Talon à la tête du Bénin. Ce qui est sûr, il est activement recherché par les autorités béninoises, ce qui est normal. Pendant combien de temps va-t-il encore courir? Les autorités béninoises pourront-ils le rattraper un jour? S'interrogeait le journal qui ajoutait que, comme l'a confié le patron de la garde républicaine à Radio France Internationale, c'est la police et les services de renseignement qui devront s'en charger. En attendant, le matinal pointait que le président Patrice Talon honore les militaires nigérians déployés au Bénin pour déjouer le coup d'État du dimanche 7 décembre 2025. Le mercredi 10 septembre, le chef de l'État leur a accordé une audience symbolique au palais de la Marina en guise de reconnaissance. À cette occasion, la délégation nigériane conduite par le général J.B. Sherif a reçu la gratitude de la nation béninoise dans le cadre de l'intervention de l'armée du géant de l'Est qui a permis de mettre hors d'état de nuire les assaillants et de préserver l'ordre constitutionnel au Bénin. Le président béninois Patrice Talon a publiquement exprimé sa profonde gratitude et celle de la nation tout entière envers les forces armées du Nigeria pour leur intervention rapide et efficace qui a permis de neutraliser la tentative de coup d'État. La nation de rappeler que dans les heures qui ont suivi la mutinerie, le gouvernement béninois avait sollicité l'appui du Nigeria. Un appareil de l'armée nigériane avait survolé la base militaire de Togmé afin d'appuyer les forces loyalistes dans l'opération visant à déloger les mutins. Cette intervention musclée avait contribué à l'échec du putsch. Et puis le patron de la garde républicaine, Dieudonné Tévois, dirait confié à RFI que non seulement le président et son épouse étaient présents sur les lieux, mais j'ai été agréablement surpris du courage du président de la République qui était collé à moi en tant que chef militaire, était collé à moi pour suivre les combats. Malgré mon insistance à lui demander d'aller s'asseoir, il a tenu à être à mes côtés et à suivre les opérations. Il a fait dès 3 heures du matin où j'ai mis pied chez lui toute la journée, jusqu'au soir où les opérations ont fini. Il était tout le temps avec moi. La nation relatait que le succès de la riposte des soldats loyalistes n'est pas le fruit du hasard. Notre armée étant républicaine, le gouvernement a travaillé ces dernières années à renforcer la résilience de notre pays, mais aussi de ses institutions, au nombre desquelles l'armée nationale n'a pas été du reste. De tous les points d'étape que nous faisons relativement à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, nous mettons également en avant les efforts qui ont été faits pour rendre notre armée opérationnelle, lui assurer les moyens, rappelait Wilfried Ngbeji, pour faire comprendre que l'efficacité de la réaction des forces de défense et de sécurité n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail de fond engagé depuis plusieurs années. Pour Matin Libre, exemple de démocratie et référence en matière de préservation de la paix et de la cohésion sociale, le Bénin essuyait de sueur froide le dimanche 7 décembre 2025. À l'unisson, le peuple condamne la tentative de coup d'État. Le pauvre paysan n'a que la terre à lui, léguée par ses ancêtres, et le vannier reste jaloux de sa quiétude. Pas question de troubler la quiétude des paisibles populations béninoises. Plus jamais ça au Bénin, conclut le journal. La presse du jour écrivait alors que les réactions tombent l'une après l'autre depuis la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025 au Bénin. Parmi elles, les voix de personnalités qui ont présidé aux destinées du Bénin à un moment donné, Nicéphore Soglo, Boni Yayi, Adrien Ngbeji,
Aussi, Komi Kouché, ancien ministre des Finances de Boni Yayi, a également condamné la mutinerie. Le démocrate que je suis ne peut que condamner fermement toute tentative de prise de pouvoir par la force, a tenu à clarifier l'ancien ministre de l'Économie et des Finances, cité par la presse du jour. Le Challenge ajoutait que le bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau et Moël Bénin réitèrent leur soutien à Patrice Talon, tout comme le parti Les Démocrates. Fraternité nous apprenait que dire merci à Allah pour avoir protégé le Bénin du pire. C'est la raison de la mobilisation de la communauté musulmane de Zongo le jeudi avec la présence de Samou Seydou Adambi, ancien ministre de l'eau et des mines, Malik Seibou Gomina, député à l'Assemblée nationale, et bien d'autres personnalités. Au cours de la séance, la communauté s'est vouée une intense prière pour implorer la paix et la stabilité sur le Bénin, puis la protection pour le chef de l'État jusqu'à la fin de son mandat. L'ancien ministre de l'eau et des mines a fait savoir que cette prière spéciale était pour implorer davantage la protection de Dieu sur le pays, les institutions et le numéro 1 du pays, ainsi que sa famille. L'honorable Malik Seibou Gomina a également abondé dans le même sens. Nous sommes venus dire merci à Dieu pour qu'il continue de veiller sur le Bénin, pour que des tentatives comme celle-là n'aient même pas lieu avant qu'on ne souhaite que cela échoue, que le Bénin continue d'être une nation phare, comme cela l'a été toutes ces dernières années, a-t-il insisté. De son côté, Bénin Intelligent analysait l'impact sociopolitique envisagé après la tentative de coup d'État manqué du dimanche 7 septembre dernier et un report des élections législatives communales et présidentielles de 2026. Pas question, a assuré Wilfried Léandre Ngbeji, le porte-parole du gouvernement mercredi en conférence de presse à Cotonou. Modifier les agendas officiels reviendrait à donner raison à l'ennemi alors que le Bénin doit rester un pays fort, a-t-il insisté. Nous ne modifions pour rien aucun de nos agendas officiels institutionnels. Notre pays doit continuer à vivre, continuer d'inspirer la confiance qu'il inspire aujourd'hui au monde entier, aux investisseurs, et considérer que la journée du 7 décembre n'aura été qu'une tache noire regrettable sur notre peau commune, mais que nous allons travailler à la victoire très vite pour que le pays vive à tout jamais. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Asiongo Kanye et Asiongo, qui plante le décor du décryptage de l'actualité nationale avec l'invité média. On va se retrouver dimanche prochain avec d'autres informations en plateau. Stéphane Ahinrosso, bonjour. Bonjour Idrissou Boukari. Analyste politique, rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci d'être avec nous. On va commencer avec cette actualité qui a occupé la une des journaux durant toute la semaine, la tentative de coup d'État repoussée dimanche dernier. Comment analysez-vous cette attaque, Stéphane? Oui, mais merci pour la question. Évidemment, nous avons suivi il y a, on va dire, une semaine jour pour jour, le dimanche dernier, on va dire, ce coup d'État où on a vu des mutins ou des putschistes à la télévision nationale qui... Un peu comme ce qu'on voyait ailleurs dans d'autres pays. Voilà. Et les voir à l'écran, à la SRTB, sur la télévision nationale, a déjà donné la preuve pratiquement à tout le monde que leur putsch avait réussi. Parce que généralement, dans la sous-région, quand ils viennent à la télé pour annoncer le renversement du régime en place, c'est que le coup est déjà consommé. Et donc cela a suscité un émoi, un tollé, une peur, une psychose sur l'ensemble du territoire national, une psychose suivie de questionnements, mais juste après leur intervention, on a constaté que l'information a évolué et on a compris que
le gouvernement, n'est-ce pas, à travers son chef de l'État et l'armée, en l'occurrence les forces loyalistes, ont déjà pris la situation en main à travers une riposte. La preuve, je crois, 2 heures de temps après leur intervention, on a vu le ministre de l'Intérieur qui a rassuré les uns et les autres. Et le voir à la télévision nationale a montré qu'au moins, il y a quand même un début de solution. Et donc, ça a contribué à rassurer jusqu'au soir où le chef de l'État lui-même est apparu pour montrer qu'il n'est vraiment pas aux mains, n'est-ce pas, donc, de ces putschistes-là. Fort heureusement que leur coup n'a pas marché, que l'armée est restée debout, professionnelle évidemment, face à cette situation. Et c'est tant mieux pour notre pays, parce que si cela avait réussi, on ne peut vraiment pas imaginer la situation dans laquelle nous retrouvions. Et je trouve que ceux qui nourrissent, n'est-ce pas, donc ces gens de velléité-là, je me demande si vraiment ils aiment ce pays ou s'ils observent un peu ce qui se passe autour de nous. Parce que quand on observe un peu ce qui se passe de nous, et quand on fait recours à l'histoire de notre pays, on sait que on a vécu déjà les coups d'État dans notre pays. Et la succession de ces coups d'État-là, est-ce que ça a permis à notre pays de se développer? On a vu que la succession de ces coups d'État-là a contribué à ralentir notre pays. Et c'est d'ailleurs pour ça que le général Mathieu Kérékou est venu pour dire qu'il faut que ça s'arrête et que nous engagions dans une dynamique. Et il a fait arrêter les coups d'État. Il a maintenu le pouvoir avec une main très ferme jusqu'à ce qu'en 90, les forces vives de la nation aient décidé d'engager maintenant notre pays sur la voie, n'est-ce pas, de la démocratie. Et donc, en principe, vu la maturité, n'est-ce pas, donc, de notre démocratie, on ne peut pas imaginer un tant soit peu qu'on puisse en arriver là. Et moi, quelles que soient les divergences, le Bénin a donné la preuve de sa maturité à travers les hommes qui composent, n'est-ce pas, donc, notre État. Et moi, je me demande même comment est-ce qu'on peut arriver à nourrir ce type de velléité. On peut comprendre qu'on n'est pas d'accord pour un mode de gouvernance, on n'est pas d'accord pour un style de gouvernance, mais de là à vouloir renverser et à nous mettre dans une situation d'impasse ou d'incertitude totale, je trouve que c'est je veux dire, aux antipodes de toutes les valeurs républicaines, de toutes les valeurs patriotiques. Et il va falloir que cela s'arrête. Parce que depuis quelque temps, là, on a comme l'impression que cette idée-là, ça plane. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la progéniture. Si ça continue comme ça, on se demande même qu'est-ce que cela va advenir. Il est temps que les politiciens, là, au-delà de leur clivage, de leur malcompréhension, s'asseyent et se disent où est-ce que nous décidons d'aller pour que ces trucs-là s'arrêtent. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est le président Patrice Talon qui est visé et c'est notre pays qui est visé au travers du président Patrice Talon. Et heureusement, l'armée est restée debout, l'armée est restée républicaine et cela a été contrecarré. Maintenant, quelle va être la suite? Quelle va être la suite? Encore bientôt, c'est les élections et tout, la situation sécuritaire va devenir encore fragile. Justement. Et quelle est l'intention même de ceux qui alimentent ces genres d'idées-là, de ces genres de manœuvres-là? On sait que celui qu'on imagine qu'on veut renverser là, il est en fin de mandat. On veut le renverser. Pourquoi? C'est pour semer du trouble et la zizanie dans le pays et la cacophonie totale. Je trouve qu'il va falloir que ces gens-là se disent que nous n'avons que notre pays et arrêtent avec cette démarche-là qui n'arrange pas du tout. À aucun moment on a vu un coup d'État arranger un pays. Si on n'est pas d'accord pour un style de gouvernance, on décide de le faire savoir à travers les urnes. C'est l'option que nous avons choisie. Et il faut rester accroché à ça et non trouver des trucs là qui n'arrangent pas du tout notre pays. Au lendemain donc, de cette attaque, il y a eu des réactions, des soutiens, des prières, des marches, un peu comme ce qu'on a vu il y a quelques années au Bénin. Comment vous suivez tout ça?
Oui, je pense que c'est un élan de solidarité. C'est un élan de patriotisme. C'est un élan j'allais même dire, de nationalisme. Et même de soutien au chef de l'État. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand on occupe le poste qu'il occupe et qu'on voit le pays être éprouvé jusqu'à ce point, on a quand même besoin de soutien. Et quand on a suivi les gens de Ti à son domicile justement, pendant 45 minutes, on a éprouvé. Justement, c'est pas du tout facile. Donc, il a quand même besoin du soutien du peuple, de sentir que son peuple est quand même à son côté. C'est pourquoi moi je salue tous ces partis politiques qui sont montés au créneau pour dénoncer ce coup d'État manqué là, pour marcher et témoigner leur soutien et leur solidarité. Et moi j'ai suivi par exemple le président Mbedji qui est quand même sorti, on connaît ses critiques contre le régime en place, et pourtant dans son discours il a été clair que quand il entend le chef de l'État parler, in fine il se rend compte qu'il ne cherche que le développement de ce pays-là. Et donc, il a, à travers son discours, dénoncé fermement ceux qui manigancent ces gens de trucs qui n'arrangent pas notre pays. Donc, moi, je crois que c'est un élan de solidarité, c'est un élan de nationalisme, et on doit rester patriote jusqu'à la fin pour barrer la route à ces imposteurs-là qui veulent semer le trouble et la zizanie dans notre pays. Et c'est dans cette ambiance que la Criette a émis 2 mandats d'arrêt internationaux contre Kémy Séba, le panafricaniste, et puis Sabi Sira Korogone, l'ancien président donc, du MPL, donc le parti MPL. Motif évoqué, apologie de coup d'État et incitation à la rébellion. Fallait-il s'attendre à ces interpellations? Évidemment. Et je voudrais faire une petite observation d'abord, avant de répondre à la question. Lorsque on parle de Kémy Séba et on évoque, on veut lui coller la lutte panafricaniste, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que je pense que le panafricanisme, dans son essence, ne recommande pas tout ce qu'il est en train de faire là. Le panafricain n'est pas contre son pays. Il n'est pas contre son pays. Le panafricanisme, c'est la solidarité au niveau des peuples. C'est faire triompher l'unité de l'Afrique. Est-ce que ce qu'il est en train de faire là fait triompher l'unité de l'Afrique? Est-ce que ça valorise son pays? Je trouve que cet adjectif-là ne lui va pas, c'est mon avis. Et en plus, si on veut faire un débat sur le panafricanisme, on peut quand même le faire avec ceux qui voudraient bien me contredire sur le sujet. Ensuite, je veux répondre à votre question pour dire que, voyez-vous, quelques minutes après l'apparition de ces soldats à la télé, on a vu ces images sur les réseaux sociaux où avec un certain faciès très engagé, on le voyait pour dire tel. Non, ça veut dire que quand on fait des choses comme ça, ce n'est pas quand même sérieux, parce que au-delà de tout, quand on est béninois, on ne peut pas être fier. Et donc moi je trouve que ce que le mandat d'arrêt se justifie aisément, parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, donc sortir et se réjouir d'un coup d'État dans son pays. Et la liberté d'expression n'est pas synonyme, n'est-ce pas, donc de pagaille et de désordre. De toutes les façons, chacun est libre, mais entièrement responsable de ses actes. Et donc, s'il a pu faire cette déclaration-là, il va pouvoir en répondre. C'est une procédure judiciaire normale qui est engagée, et donc il viendra au pays. Et puis, voyez-vous, quand on voit quelqu'un comme Korogone qui est sorti juste après qu'on ait annoncé ce mandat d'arrêt international, vous voyez, avec un peu avec ce mépris avec lequel il parlait non, je trouve que il faut que ceux-là viennent répondre quand même de leurs actes, et on verra même la suite qui sera donnée à ça. Un peu comme Candide Azanaï, interpellé également. Oui, pour Candide Azanaï, je veux mettre un peu de bémol, parce que jusque-là, on ne maîtrise pas réellement. Les contours de son arrestation. On a vu
qu'il est monté au créneau pour dénoncer le coup d'État, on l'a vu, il a dénoncé le coup d'État. Est-ce que son arrestation est liée à ce coup d'État-là? Si oui, quel est son degré d'implication? De toutes les façons, pour le moment, on ne sait vraiment pas si c'est lié à ce coup d'État-là. On attend que les autorités judiciaires... On parle de contrôle, donc complot contre la sûreté de l'État, incitation à la rébellion... Voilà. Oui, il va falloir que les autorités judiciaires montent au créneau pour nous situer, nous donner, je veux dire, les éléments de fond pour que nous puissions véritablement apprécier son niveau de responsabilité dans ce qui peut, dans ce qui est arrivé ou dans ce qui n'est pas arrivé. Alors, voilà. et puis le fils donc, de l'ancien président Boni Yayi, Chabi Yayi également, qui a été interpellé selon les informations que nous avons eues ce matin, toujours donc dans cette actualité politique. Oui, évidemment, tôt ce matin, on a appris qu'il a été interpellé et les responsables du parti, les démocrates également, il y a certains qui ont confirmé l'information de son arrestation. Bon, peut-être on sait un peu ce qui se passe dans le pays. Peut-être que son arrestation également est liée à ça. On va attendre peut-être d'ici la fin de la journée, on aura plus d'informations. Bon, c'est quelqu'un qui est resté tout le temps. C'est vrai qu'il est membre du parti LD, mais il n'est pas resté souvent trop actif sur le terrain politique. Il est resté un peu dans son couloir là. Bon, que son interpellation surprend. Voilà, ça surprend. C'est ce que je voulais dire. Ça me surprend un peu, mais on est en politique, rien n'est exclu. On va donc attendre et voir la suite qui sera donnée à ça. Dans tous les cas, ce que moi j'observe, c'est quand même malheureux et triste pour notre pays qu'on soit obligé, bien évidemment, d'en arriver là. On peut faire la politique et faire la politique sainement et œuvrer au développement de son pays sans que l'on ne soit obligé d'assister à tout ce à quoi on assiste là. C'est vraiment un recul, un recul démocratique pour notre pays. On espère que le Bénin se relèvera de tout ce qui se passe actuellement. D'accord, on va revenir sur cette actualité pour finir. On va parler de cette élection du bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin. C'était la semaine dernière. Vous y étiez ou comment avez-vous suivi les travaux? Non, je n'y étais pas. Je n'y étais pas. J'ai suivi l'actualité à travers les médias, par l'entremise de certains confrères. Je veux dire que, bon, le confrère qui prend désormais de cette structure de l'Union des professionnels des médias, c'est pas quand même un nouveau. Il est dans les sirails, dans la canne de l'UPMB. Ça fait quand même longtemps. Il avait été déjà même pressenti pour être président. Maintenant qu'il devient président de cette institution, on va voir le nouveau souffle qu'il pourra donner parce que, voyez-vous, PMB progressivement, en tout cas, je ne sais pas si c'est du fait de l'usure du temps, mais le PMB est en train de faire en efficacité. Voyez-vous, et on ne sent plus ce engouement que les confrères doivent avoir par rapport à cette structure-là. C'est ce qui est peut-être donc la naissance d'autres structures. Oui, on voit justement. Et ça devrait inquiéter parce que le PMB risque d'être dépossédé, dépouillé au profit de ces petites, de ces structures qui sont en train de naître. Il va donc falloir travailler à réinstaller la légitimité de l'UPMB, susciter l'intérêt au niveau des confrères et vraiment s'asseoir pour parler. Je pense que ça doit être peut-être le premier chantier du nouveau président. Convoquer sans exclusion, qu'on soit à jour dans les cotations, qu'on ne soit pas à jour, sans exclusion. Il faut pouvoir convoquer une assemblée générale, inviter tous les confrères, tous les journalistes, tous les professionnels des médias aujourd'hui. Il faut pouvoir les inviter, échanger avec eux, recueillir ce qu'ils veulent
pour lui, pour cette maison-là, et essayer de voir quelle feuille de route. Si il reste encore enfermé dans son bureau, avec le même système auquel on a toujours été habitué, je pense qu'il va faire un mandat. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas donner la preuve à certains que l'UPMB est devenu une question de clan. Oui. Il faut pouvoir éviter ça. C'est une maison commune à nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse dire qu'il est plus journaliste que d'autres. Il faut éviter ça. Et ça, c'est ce qui contribue à fragiliser l'UPMB. Quand certains se sentent, je ne sais pas, moins considérés, on a l'impression qu'il y a une sorte de clan qui se crée. Et on dit, bon, on va leur laisser faire leurs choses. Ce n'est pas leur chose, c'est notre chose. Donc, il faut pouvoir réinstaller, n'est-ce pas, donc, cette confiance-là. Donc, appeler tous les professionnels des médias pour qu'ils se retrouvent et se parler vraiment, pour que vraiment cette structure-là puisse renaître de ses cendres. Et quel bilan peut-on faire du gros sortant, présidé par Jacques Latonvier? Bon, je pense, c'est un peu comme je disais, notre présidente sortant a fait ce qu'elle pouvait faire dans les conditions dans lesquelles elle a exercé son mandat, avec les moyens qu'elle avait. Et je pense qu'elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Maintenant, après, on ne va pas s'apitoyer sur son mandat si c'est positif ou si c'est négatif. Le plus important aujourd'hui, c'est l'avenir. Regardons vers l'avant et avançons avec celui qui est là maintenant. Et je ne continue pas à dire il faut qu'il appelle tout le monde. Il faut convoquer une assemblée générale, inviter tous les professionnels des médias, qu'ils se parlent. Parce que les professionnels des médias ont des soucis. Ont des soucis réels. C'est-à-dire, je ne veux pas aller en profondeur. Quand on prend la question de la carte de presse aujourd'hui, il y a un certain nombre de remous. Il y a des murmures. Il faut pouvoir qu'on ait je ne sais pas, des gens avec qui on peut discuter, poser nos problèmes pour qu'ils se disent, ah, si c'est ça, voilà quel plaidoyer on va mettre en place pour aller vers les autorités de la HAC, pour voir comment on va régler cette situation-là. Mais si on n'a personne vers qui aller, alors que l'UPMB est là, je trouve que c'est quand même un problème. C'est pourquoi je dis qu'il faut aujourd'hui convoquer dans l'immédiat une assemblée générale et inviter tous les professionnels des médias sans exclusion. Est-ce qu'il y a des réformes qu'il faut opérer forcément? Est-ce qu'il y a des tests qu'il faut revoir, les mécanismes électoraux également qu'il faut voir? Moi, je pense qu'aujourd'hui même, c'est tout le test où, oui, c'est tout le dispositif légal. Il faut refonder l'UPMB. D'accord. Moi, c'est mon problème, ça. Il faut refonder l'UPMB. Parce que, vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais vous voyez, c'est une autre génération qui est en train de s'installer aujourd'hui. Il y a 10 ans, ou 15 ans là, ceux qui faisaient la pluie et le beau temps, n'est-ce pas, donc, ne sont plus là aujourd'hui. Il y a une nouvelle dynamique qui est en train qui est en train de s'installer. Et il va falloir qu'on harmonise le fonctionnement de l'UPMB avec la nouvelle dynamique qui est en train de s'installer là. Donc, il faut refonder carrément l'Union des professionnels des médias et avoir une feuille de route claire pour savoir où est-ce que nous allons. Parce que les problèmes des journalistes aujourd'hui ne sont plus les problèmes des journalistes d'hier. Les choses ont changé. On ne peut plus rester dans le même cadrage. Non, il faut revoir les choses et démystifier le PMB. Ouvrir le PMB. D'accord. Merci beaucoup à vous, Stéphane Arène Rosso, rédacteur en chef du quotidien L'autre Vision, analyste politique. C'est un plaisir de vous avoir tout le temps sur ce plateau. En tout cas, merci beaucoup pour l'accompagnement. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 14 décembre 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Accordéa, c'est à commun. Merci de votre fidélité au programme de 43 à Bénin. On va se retrouver dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.